Ok, donc ça c'est bon. C'est lancé. Et puis je vais lancer donc un streaming. Hop, je vous invite à le rejoindre. Ça, et puis je vais partager les vidéos. La vidéo marche pas visiblement. Bon, c'est pas très grave. 15, ok, je vous laisse rejoindre effectivement le stream. De toute manière, pendant ce temps-là, je filme ce que je raconte et j'enregistre, donc vous pourrez le regarder plus tard. Alors, justement, donc on a déterminé la position relative de droite et de plan dans l'espace hier. Donc on a fait tout, on a essayé de lister a priori tous les cas. Et donc pour la suite du cours, aujourd'hui, je vais vous parler de parallélisme. D'accord? Donc on a bien vu, on a senti un petit peu intuitivement cette notion de parallélisme. Maintenant, il va falloir essayer justement de le définir ou alors de donner un certain nombre de propriétés plus pratiques pour démontrer le parallélisme. Ok, alors je vais commencer d'abord par le parallélisme d'une droite et d'un plan. Donc on s'était contenté en fait de dire que la droite n'avait pas d'intersection, la droite n'avait pas de point d'intersection avec le plan. Donc ça c'est une manière de voir les choses, mais pour caractériser un petit peu plus proprement justement le parallélisme d'une droite par rapport à un plan, donc en l'occurrence ici une propriété, une droite D donc est parallèle à un plan s'il existe une droite D' de P parallèle à D. Donc ça va nous servir énormément dans les démonstrations. Pour démontrer qu'une droite est parallèle à un plan, et ben, il faudra extraire justement une droite parallèle à D qui est incluse dans le plan P. Donc quand on regarde ce schéma, ça pose absolument aucun problème, mais il faudra essayer de s'en souvenir pour démontrer justement les propriétés. Ensuite, alors je vais trop vite, parallélisme de deux plans. Donc si un plan P contient deux droites séquentes D et D' parallèles à un plan P', alors les plans P et P' sont parallèles. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour que deux plans soient parallèles, une seule droite ne suffit pas. Alors pourquoi? Parce que si je prends une droite dans un plan, en fait il faut imaginer cette droite comme un axe de rotation. Auquel cas le plan, si je tourne justement autour de cet axe de rotation, le plan dans lequel je suis contenu, je vais pouvoir l'orienter exactement comme je veux. Et donc le fait qu'une droite soit contenue dans un plan P parallèle à un deuxième plan ne suffit pas à me donner deux plans qui sont parallèles. Si vous voulez, il n'en faut pas une seule, il en faut deux. Et évidemment, ces deux droites, elles doivent être séquentes. D'accord? Donc c'est ce qu'on représente ici. Donc voilà ce que j'explique, c'est que si je prends que cette droite-là, le plan bleu, en fait, je peux le faire tourner autour de cette droite. Ça contiendra toujours la droite D, et pourtant, je peux faire en sorte justement qu'il y ait une intersection entre les deux. Par contre, si j'ai cette propriété-là, en fait, pour deux droites, donc si j'ai une droite D et D' parallèle, enfin une droite D parallèle à P' et une droite D' parallèle à P', alors le plan justement engendré par ces deux droites D et D' est parallèle au plan P'. Donc ça, c'est le bon critère justement pour démontrer le parallélisme de deux plans. Ensuite, j'ai le parallélisme de deux droites. Si deux droites sont parallèles, d'accord? Donc ça, vous allez me... Enfin, je poserai des questions pour savoir quels sont les équivalents dans le plan. Si deux plans sont parallèles, alors tout plan séquent à l'un est séquent à l'autre. Ça, si je fais un équivalent en deux dimensions, c'est quand j'ai deux droites parallèles, tout séquente à l'une et séquente à l'autre. Alors en deux dimensions, on ne dit pas grand chose sur les intersections, ce sont des points. Alors que nous, ce qui est plus intéressant, c'est que on a une propriété particulière sur ces deux intersections. Ces deux intersections, ce sont des droites, ça nous le savons, mais elles sont parallèles. D'accord? Donc ça c'est
une propriété qui est assez intéressante pour démontrer que des droites sont parallèles si c'est l'intersection, si je prends un plan qui va sectionner justement deux plans parallèles, alors les intersections sont deux droites parallèles. Alors évidemment quand on représente cette propriété là avec une figure de ce type là, il n'y a aucune ambiguïté, on arrive très bien à voir ce qui se passe. Ce qui va être beaucoup plus compliqué, c'est de voir ça dans des figures, notamment dans un cube ou ce genre de choses là. Alors, cette propriété, elle est pas trop compliquée, mais elle va nous permettre de faire un exercice qui est très très intéressant, enfin moi que personnellement j'apprécie. Je prends un cube comme ceci, je vais zoomer un tout petit peu, tac, et je prends ici 3 points. Donc j'ai un point I qui est sur l'arête EF, j'ai un point M qui est sur l'arête HG, et j'ai un troisième point J qui est sur l'arête AB. Bon, alors ces 3 points vont me définir un plan, et ma question c'est, si je coupe mon cube suivant ce plan, qu'est-ce que ça va me dessiner comme forme à l'extérieur du cube? Alors on parle de section d'un cube par un plan. Alors je rappelle qu'un cube, a priori, là, on ne prend pas l'intérieur. Pareil, quand on parle d'une sphère, on ne prend pas l'intérieur. Donc si je prends l'intersection d'un plan avec mon cube, ma question c'est quelle est la figure que ça va dessiner. Et ce que j'aimerais également, c'est représenter justement cette section du cube. Alors je vais peut-être tenter quelque chose. Donc je vais faire une petite capture justement de cette image là et je vais aller, alors je sais pas si je peux, est-ce que je peux la tourner? Ouais, ça risque d'être un petit peu compliqué à utiliser, mais bon, je vais dessiner ça à la main. Vous m'en voudrez pas si c'est pas tout à fait droit, mais avec les crayons je vais pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Alors ces exercices de section du cube, en général, c'est le genre de questions qu'on demande. On demande juste de faire la figure dans les sujets de bac. Parce que si je veux écrire la démonstration correctement, c'est quand même très long. Et honnêtement, pour un intérêt assez limité. Alors, je vais quand même le faire à l'oral, cette démonstration. Première chose, donc, en fait, il faut aller repérer comment sont configurés les points. Mais je vais prendre la face du dessus, là, donc E, F, G, H. Première chose, le point I, il appartient au plan P. Ça, c'est la première chose, on est d'accord, parce que je prends le plan IMJ. Le point I appartient au plan IMJ, et le point I, il appartient à cette arête, ou il appartient à cette face-là supérieure. Donc il appartient au plan EFG, si vous voulez. Donc le point I appartient à l'intersection de ces deux plans. Je fais la même chose pour le point M. M, il appartient au plan IJM, celui qui nous intéresse, la section. Et le point M, il appartient à la face du dessus. Donc, de la même manière que ce que j'ai démontré tout à l'heure, si j'ai un point M qui appartient à l'intersection de deux plans, un point M qui appartient et un point I qui appartient à l'intersection, alors ce que je peux dire, c'est que toute la droite IM appartient à l'intersection de ces deux plans. Donc si je regarde un tout petit peu ce qui se passe sur la face supérieure, la section en fait du plan IJM sur la face du dessus, et bien concrètement, c'est pour ça que je voulais utiliser la règle, je vais peut-être essayer quand même, mais comment on fait pour la tourner? C'est ça la question. J'arrive pas à la tourner. Bon, je vais pas utiliser la règle. Et ben, je vais, avec la règle graduée, je vais juste relier comme ceci mes deux points I et M. Alors évidemment ici je n'utilise pas la règle graduée, c'est quand même un peu moins joli, mais voilà, donc ça c'est quand même très simple. Alors attention, effectivement, si je prends la section du plan IJM avec le cube, c'est pas tout à fait une droite, c'est que le segment IM, c'est-à-dire que je dois m'arrêter ici, et peut-être que je vais devoir prolonger cette droite plus tard, mais en tout cas pour l'instant j'ai mentionné cette chose là. Alors s'il y a des questions sur cette partie là, vous me coupez. Donc a priori c'est bon. Donc si c'est à peu près clair, en fait je peux faire exactement la même chose dans la face qui est devant ABFE.
Donc ABFE, le point I il appartient au plan IJM, il appartient à cette face, donc il appartient à l'intersection. Le point J il appartient au plan IJM, il appartient à la face ABFE, donc il appartient à l'intersection. Et donc la droite IJ entière appartient à l'intersection, et donc j'ai plus qu'à relier justement ces deux points là. J'essaye de viser correctement. Voilà, j'en suis à ces deux choses là. Maintenant, j'aimerais bien faire la même chose sur la face d'en bas, sur la face de derrière et sur la face de côté à droite. Le seul problème, c'est que j'ai qu'un seul point d'intersection, donc je ne sais pas trop comment placer ma règle. Est-ce que je dois placer ma règle comme ceci, comme ceci? Est-ce que ça va atterrir sur un point là en pointillé? Je ne sais pas où est-ce que ça va se placer. Donc je garde cette figure, mais c'est là où justement la propriété qu'on vient de mentionner ici, juste à l'avant, va être très intéressante. Alors en fait on va utiliser deux propriétés fondamentales. La première, c'est que quand j'ai deux plans parallèles, l'intersection d'un plan avec ces deux plans parallèles sont deux droites qui sont parallèles. Donc ça, ok, pas de problème. Et la deuxième chose qu'on va utiliser, c'est que quand on représente ce cube, est-ce que quelqu'un peut me donner le nom de cette représentation? Ça s'appelle comment? Avec les traits pleins. J'ai pas entendu, excusez-moi. Si, vous l'avez dit, Émile, il me semble que c'est ça. Hein. C'est cavalière et avant c'est une. Donc c'est un nom qu'on utilise également en art. Il y a plusieurs types de. Perspective, tout à fait. Perspective cavalière. Donc j'en conclus, Kevin, que au passage vous êtes arrivé. Vous êtes un petit peu en retard et vous n'étiez pas là lundi, hier. Bah, c'est pas pour moi qu'il faut être désolé, hein. N'est-ce pas? Bon, je suis content de vous voir quand même. Donc je continue sur ce que je suis en train de raconter. En fait, voilà maintenant comment je vais m'en servir. La deuxième propriété qui nous intéresse sur cette perspective cavalière, c'est... En fait, il y a très peu de propriétés qui sont conservées dans la perspective cavalière. Si je prends un exemple, les longueurs, vous voyez, si j'ai un cube, la longueur EF et la longueur EH, elles sont égales en 3 dimensions. Mais dans ma représentation en perspective cavalière, si vous prenez la règle graduée, cette longueur, elle n'est pas du tout la même que celle-ci. Même chose, les angles. Cet angle-là, il devrait être un angle, c'est un angle droit sur le cube. Mais là, quand je le représente, vous voyez ici, j'ai un angle qui est de l'ordre de 30 ou 40 degrés, quelque chose comme ceci. Donc les longueurs ne sont pas conservées, les angles ne sont pas conservés. En fait, il n'y en a qu'une seule. Il n'y a qu'une seule propriété qui est conservée, c'est le parallélisme. Cette arête-là, elle était parallèle à GF, et dans ma représentation en perspective cavalière, les droites restent parallèles. Ok? Donc, si on combine ces deux propriétés-là, ça va nous permettre de dessiner, ou de construire exactement, construire au sens, c'est très précis, la section du cube par ce plan. Alors je ne l'ai pas dit, mais il faut imaginer, là vous avez un apéricube, hein, et je répète, quand on fait une section avec un plan, c'est vous prenez un couteau et hop, vous coupez le cube suivant une certaine direction, et la question, quelle est la forme que ça dessine. Vous pouvez vous entraîner à la maison, pour voir quelles sont les formes, si vous avez des apéricubes. Allons-y, donc maintenant ça va me permettre de... Je vais utiliser ce que je viens de raconter. Si je prends la face ABFE, elle est parallèle à la face DCGH. Donc ça, les deux faces, donc celle de derrière et celle de devant, sont des plans qui sont parallèles. Donc l'intersection du plan IJM que je cherche à dessiner là, avec ces deux faces, ça va s'intersecter avec des droites qui sont parallèles. Donc, vu que sur ma perspective cavalière, je peux conserver le parallélisme est conservé. Ce que je dois tracer en réalité, c'est... Alors tiens, je vais peut-être le faire avec une autre couleur. On va le faire en... Bon, j'en sais rien. On va faire une autre couleur en orange, voilà, un peu plus clair. Je vais tracer la parallèle à IJ passant par le point M. Quand je dis ça, c'est tracé sur le papier, hein, donc j'arrive pas trop à utiliser ma règle, il faudra que je vois comment on peut s'en servir. Mais vraiment, je prends si vous voulez, même l'équerre et la règle pour tracer la parallèle à IJ passant par le point M. Alors je vais essayer de le faire à peu près proprement.
tac. Excusez-moi, il faut que je vois où est-ce que j'atterris pour pouvoir viser à peu près correctement. Ça me fait arriver à peu près à cet endroit-là. Bon, c'est pas tout à fait parallèle, mais voilà. Donc IJM, je crois que ce point-là, dans le cours, je sais plus comment on l'appelle. C'est pas ce bon fichier, c'est lui. Tac, 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 tac. On trace la parallèle à IJ passant par M, blablabla. Bon, j'ai pas nommé ces points. Ah, on obtient les points K et L, voilà, c'est ça. Donc ici, j'ai mon premier point K. Même chose, la face du dessus EFGH et ABCD, ce sont deux plans qui sont parallèles. Donc l'intersection du plan IJM avec ces deux plans, la face du dessus et la face du dessous, sont des droites qui sont parallèles. Donc maintenant, je trace la parallèle à IM passant par J. Si vous tracez cette chose-là, alors moi à la main, il faut essayer de viser à peu près correctement, c'est pas tout à fait évident. Mais si vous le faites concrètement en termes de construction, vous avez exactement une construction précise. Hein. Donc vous avez les points justement correspondants. Ok, ben voilà, donc j'ai quand même pratiquement terminé. Là j'ai utilisé deux fois l'argument hein, que l'intersection d'un plan avec deux plans parallèles sont deux droites parallèles, ici et ici, ici et ici. Maintenant que j'ai mes points K et L, K il appartient à la face B, C, G, F, et il appartient au plan IJ, M, donc il appartient à l'intersection. L c'est pareil, il appartient au plan d'intersection, il appartient à la face de côté. Donc maintenant je peux en déduire que le segment, alors je vais le faire en rouge, le segment KL également appartient à la section du cube. Ok ? Donc ça je vais copier, je vais le rajouter partie donc sur Discord partie court là. Alors Karl, trêve de plaisanterie, il y a beaucoup de notions qui sont en géométrie dans l'espace, je répète, on vit dans un espace à 3 dimensions, donc il y a des choses qu'on peut réaliser concrètement. Donc des fois, ça vaut le coup quand même d'essayer de le voir concrètement, que ce qu'on raconte, c'est pas complètement... Voilà, donc là ce que j'obtiens, c'est un polygone. Alors évidemment, c'est une figure qui est plane. Hein. Un polygone à 5 côtés, donc ce qu'on appelle un pentagone. Bon, il n'a pas beaucoup de propriétés particulières, ce pentagone. D'accord. Mais j'ai réussi à dessiner justement la section du plan du cube par le plan IJM. Donc je vous donnerai des exercices à faire. Donc là, d'un point de vue du cours, hein, tout est rédigé correctement là-dedans. Ok. Et bon, si vous voulez une figure correcte, bah, vous l'avez ici. Alors évidemment, là, sur cette figure-là, j'ai quand même respecté les principes de la perspective cavalière. Donc j'ai mis en pointillé, évidemment, ce qu'on ne voyait pas. Et j'ai mis en trait plein ce qu'on voyait directement. Donc ça, c'est quand même mieux comme représentation. Mais je voulais vous expliquer au fur et à mesure les tracés. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Première chose. Oui, Kevin, je vous écoute. Ah, à quoi ça peut servir? Bonne question. À quoi ça sert les maths, Kevin? Alors, je vais vous donner des exemples un peu plus concrets. Non, mais je provoque un peu, mais c'est vrai que à quoi servent les maths alors, soit à tout, soit à rien, en fait, hein, si vous voulez, parce que très clairement, ça sert complètement à rien. Mais bon, imaginons que, alors, vous êtes en comment dire, vous êtes en sciences de l'ingénieur, mais dans tout ce qui est usinage et compagnie, on a besoin de ce genre de considération. Si je veux faire une pièce, enfin je sais pas comment dire. Vous utilisez l'imprimante 3D d'ailleurs en SI ou pas? Pas tellement. Bon, j'imagine que j'ai une pièce cubique et que je vais aller couper justement avec la scie circulaire par exemple. Hein. Voilà, une pièce en bois, un cube en bois, parce que les scies circulaires avec le métal, c'est un peu moins bien, mais bon, voilà. La question, c'est bah, quel va être le plan de la découpe, ou alors si je veux obtenir quelque chose, à quel angle je vais devoir découper justement, comment je vais devoir découper ma pièce pour obtenir exactement ce que je veux. Donc quand je parle d'apéricube et de couper les apéricubes au couteau, bon après en termes d'usinage et de qu'on essaye de façonner des objets, c'est le genre de choses qui peuvent être très intéressantes.
Je sais pas si ça vous satisfait comme réponse. Et d'où l'intérêt, vous prenez un cube, je rigole pas, et puis vous le sélectionnez réellement, hein, parce que c'est vrai que bah, là il faut faire confiance aux maths, il faut faire confiance aux choses abstraites, mais de temps en temps, le fait de le voir concrètement, on se dit, bah oui, entre la théorie et la pratique, alors évidemment que c'est la même chose, hein, mais ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, ça permet de s'en convaincre un peu plus rigoureusement. Je sais pas s'il y a des vidéos sur internet où on voit ce genre de choses-là. Alors on peut tout à fait faire ça sur GeoGebra au passage, en GeoGebra 3D, où on va aller justement bouger un plan pour aller voir la section du cube avec le plan. Alors après on peut se poser plein de questions, est-ce que c'est possible de sectionner le cube, bah, vous voyez j'ai un pentagone, est-ce que je peux obtenir un pentagone régulier? J'en sais rien, quelque chose comme ça, est-ce que je peux obtenir un carré, est-ce que je peux obtenir un triangle, etc. etc. Enfin voilà, donc il y a plein d'autres questions sous-jacentes. Là, dans celles que je viens de poser, elles sont pas si compliquées que ça. Mais voilà. Ok. Alors, je vais continuer un tout petit peu sur le cours. Parce que là, j'essaierai de vous montrer justement après d'autres fichiers, notamment avec GeoGebra. Mais je vais parler. En fait, je sais pas si on s'en est déjà servi. On l'a visualisé la dernière fois. Quand je sectionnais mon pavé droit, là, dans la diagonale. Voilà, là, c'était ici. Hein, je vous ai dit, hein, et en fait, ça se voit apparaître, on voit apparaître ici la propriété, ce qu'on appelle le théorème du toit. Alors, qu'est-ce que c'est que ce théorème du toit? Alors, c'est pour ça que j'en parle maintenant, parce que de toute manière, nous n'allons pas démontrer ce théorème du toit. Le théorème du toit, on le démontrera quand on aura des vecteurs. Sans vecteurs, c'est quand même très compliqué, ça n'a pas grand intérêt. Alors, que dit le théorème du toit? Donc il me faut deux plans P1 et P2 qui sont séquents. Ok, donc s'ils sont séquents, l'intersection c'est une droite. Alors, que dit le théorème? Si j'ai une droite D1 du premier plan P1 qui est parallèle à une droite D2 du deuxième plan, ce que me dit le théorème du toit, c'est que l'intersection des deux plans, qui est une droite, ça on le sait, mais elle est parallèle aux droites D1 et aux droites D2. Alors je pense que là en termes de dénomination on a tout de suite compris pourquoi, hein. Ici on a dessiné une maison en pointillé donc on imagine la maison. Et ce que nous dit le théorème du toit, donc le plan P1 c'est un premier morceau du toit, le plan P2 c'est le deuxième morceau du toit. Et quand je construis un toit, bah, a priori hein, ces droites D1 et D2 sont parallèles, elles ne sont pas forcément à la même altitude par rapport à la maison, mais en tout cas elles sont parallèles, sinon il y a un problème de construction. Et donc le théorème du toit nous dit que ce qui s'appelle ici le faîtage, je crois, le faîtage tout en haut du toit eh ben, est une droite qui est parallèle à la fois à D1 et à D2. Ok? Alors, même chose, théorème du toit, on ira le démontrer plus tard. A priori, ça paraît quand même assez intuitif. À quoi ça peut nous servir? Donc, je vais faire la même chose que tout à l'heure, mais non pas, je ne vais pas couper cette fois-ci un, un cube, je vais couper une pyramide. Donc ici, ça s'appelle un tétraèdre, donc pyramide à base triangulaire. Hop, donc je vais faire une petite capture d'écran. Ok, de cette chose-là. Et mon objectif, justement, c'est de déterminer la section. Alors attention au point E ici. Alors quand je disais en introduction que c'est très difficile de voir les choses, là le point E, si je pose la question, il est où le point E? Et la réponse c'est que on ne sait absolument pas où est placé le point E si je regarde cette figure. Il peut être devant le plan ABC, il peut être dans le plan ABC, il peut être entre les deux à l'intérieur du tétraèdre, il peut être sur le plan ABD, et il peut être derrière justement le plan ABD plus bas si vous voulez. Voilà, donc de ce point de vue là, il faut être très clair, il faut aller voir l'énoncé. Donc dans l'énoncé, on nous dit que E est un point du plan ABC. Le plan ABC, c'est la face de la pyramide qui est devant nous. Voilà. Donc attention, le point E, il appartient pas, il n'est pas en bas, dans la face de base de ma pyramide.
Alors, comment construire justement la section du plan EFG avec ce tétraèdre? Alors, première chose, le point G, il appartient au plan EFG, il appartient à la face BDC, donc le point G appartient à l'intersection des deux. Pour le point F, c'est pareil, donc ici, ce que je vais faire naturellement, ce qui est déjà représenté là, ok, c'est une droite, je relie donc les points F et G, j'ai une première partie de section. Alors, maintenant, la question, c'est comment je vais utiliser le théorème du toit. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Même chose, je vais utiliser le théorème du toit pour... comment dire? Alors, dans une version, c'est quasiment presque un petit peu la réciproque. Donc, si je regarde un petit peu ce que je raconte ici, BC est une droite du plan ABC. Donc, ABC, c'est le plan qui est la face qui est devant. Et FG est une droite du plan EFG. D'accord? Donc les droites FG ici et BC étant parallèles, on peut appliquer le théorème du toit pour en déduire que les plans ABC et EFG se coupent s'intersectent suivant une droite D parallèle à FG et ABC et passant par le point E. Ok. Donc si je regarde un tout petit peu ce théorème du toit, il faut, donc là ça c'est une arête justement du toit, alors c'est un peu une réciproque qu'on utilise, ça c'est le fêtage. Ce qui est sûr c'est que en fait il faut absolument que ce que je vais tracer, alors là je vais utiliser une autre couleur, parce que j'utilise le théorème du toit, je vais tracer la parallèle à FG et à BC passant par le point E. Alors je vais essayer de viser à peu près correctement pour que ce soit... Oui. Et... Ah ok d'accord. Merci. Bah non. Sur mon portable ça marche pas. Moi j'ai pas de pavé... Enfin si j'ai un pavé tactile mais il tourne pas. Bah j'imagine bien. Si vous me le dites ça fonctionne. Mais là j'essaye... Bon ça marche pas, c'est pas très grave. Pourtant j'ai le pavé tactile. Bon peu importe. On a compris... vous avez compris ce que je suis en train de faire? Donc je trace la parallèle, donc là il faut le voir, cette droite là et cette droite là, parallèle à ici, ça c'est le fêtage et ça c'est les arêtes du toit. Donc une fois que j'ai fait cette chose là, il ne reste plus qu'à nommer ce point là, excusez-moi. Ici j'ai un autre point, donc FG, ABCD, EFG, donc E il est déjà là. FG, je vais appeler celui-là H et celui-là I. Je ne sais pas si ça correspond exactement au nom des points dans le cours, mais c'est pas très grave. Et maintenant que j'ai ces deux points, et ben, il me reste plus grand chose à faire. Il me reste plus qu'à relier justement le point F et I dans la face du dessous. Alors attention, si je veux être un tout petit peu rigoureux, il faut que je mette des petits coups de gomme. Non, c'est pas ça. Bon, je sais pas si on peut gommer. Il aurait fallu que je fasse des pointillés. Et même chose ici, je relie donc ces deux points de cette manière-là. Ok, voilà comment j'ai construit la section de mon cube, de mon tétraèdre, pardon, avec le plan EFG. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Émile est en train d'écrire. On va attendre Émile. Oui. C'est roulette pour se faire tourner la règle. Merci, c'est parfait. Ah oui, voilà, c'est nickel. Oui, c'est beaucoup mieux. Et après, je peux l'utiliser pour tracer ou pas dessus? Parce que là, ce serait absolument génial dans ce genre de situation. On va tester, tiens, est-ce que j'arrive à tracer ça en vert, le long de la règle? Ouais, magnifique. Et c'est quand même assez bien fait cette affaire. Ok, très bien, merci pour le tips, je m'en souviendrai. Et la prochaine fois, je pourrai m'en... Oui.
Alors, je crois comprendre ce que vous voulez dire. Alors ici, j'ai un tétraèdre. Il y a combien de faces? 4. Donc au maximum, vous avez 4 segments. Vous ne pouvez pas faire plus. On est d'accord? Donc vous voyez que vous posez des questions naturellement, justement. Si je prends mon cube de tout à l'heure, et puis comme ça je répondrai à votre question en même temps, j'ai combien de faces? Oh, comment vous pouvez faire pour avoir 5 faces? Il y en a 6. Donc au maximum... Alors question, est-ce que je peux intersecter toutes les faces en sectionnant correctement? Donc au maximum, j'ai 6 segments. Donc c'est tout à fait faisable sur le cube d'avoir un hexagone au passage. Donc vous voyez que non, le résultat n'est pas vrai parce que si je suis capable d'avoir un hexagone, et ben j'ai 4 faces, vous voyez, j'ai 4 côtés quand j'ai un carré et je passe à 6 en 3D. C'est ça votre question, hein? Voilà, donc non, c'est pas à chaque fois plus 1. Alors évidemment, le nombre de faces, il y a un lien entre le nombre de faces et le, enfin, si vous voulez, le cube, c'est pour n est égal à 4, hein, donc effectivement, il y a des propriétés, il y a des relations entre le nombre de sommets, le nombre de faces, etc. etc. Et donc, bah, je ne peux pas dépasser le nombre maximum de faces. Ok? Alors, s'il n'y a pas de questions là-dessus, 14h29, je vais pas surcharger énormément, mais on va dire qu'on a commencé une petite demi-heure. Je vais parler d'orthogonalité, parce que les deux notions qui sont fondamentales, on va dire, en termes de géométrie dans l'espace, la première c'est donc le parallélisme, et la deuxième c'est l'orthogonalité. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on a dit hier, mais moi j'ai parlé, on avait dit perpendiculaire, et j'ai dit perpendiculaire entre guillemets. En fait, la bonne notion qu'il faut utiliser dans l'espace, c'est l'orthogonalité. Question, quelle est la différence de l'un avec l'autre? Alors, je vais donner une réponse très intuitive pour l'instant, mais qui fonctionne très bien. Des droites qui sont perpendiculaires, alors quand on parle de droite, c'est qu'il y a une intersection. C'est des droites qui sont à la fois séquentes et orthogonales. L'orthogonalité, c'est une notion qui est plus générale qu'être perpendiculaire. Les droites ne sont pas forcément séquentes. Donc si je prends les droites qu'on avait non coplanaires dans le cube d'hier, et ben en l'occurrence elles étaient orthogonales et elles n'étaient pas perpendiculaires. Voilà en termes de précision sur le vocabulaire. Alors, orthogonalité de deux droites, justement. Alors, quelle est la définition? Alors ici c'est marqué en rouge, ça devrait être plutôt en vert, mais bon, peu importe. Deux droites de l'espace sont orthogonales lorsque leurs parallèles passant par un point quelconque sont perpendiculaires. Donc je répète, pour que deux droites soient orthogonales, en gros ça veut dire que si vous les déplacez tout en restant parallèles, j'arrive à les mettre perpendiculaires l'une par rapport à l'autre. Perpendiculaires étant les deux droites sont dans un même plan et elles sont orthogonales. Ok? Donc voilà la définition de l'orthogonalité dans l'espace. Donc il faut bien comprendre que en fait je dois, si vous voulez, en déplacer une ou en projeter une, vous parliez des OE tout à l'heure de projection, en projeter une sur l'autre pour voir si elles sont effectivement perpendiculaires. Donc quelques exemples ici dans mon cube. Donc si je prends les droites EH et EF, ces deux droites elles sont perpendiculaires, elles sont séquentes en E et elles sont dans le plan EFGH, une autre manière de voir les choses. Et ici, l'angle HEF est un angle droit puisque j'ai un cube et donc ces deux droites sont perpendiculaires. Par contre, si je prends les droites BC, celle-ci et EF, elles sont non coplanaires, ces deux droites, donc elles ne sont pas dans un même plan, vous ne pouvez pas les mettre dans un même plan, mais elles sont bien orthogonales, c'est-à-dire que on voit bien qu'il y a un peu un angle droit entre les deux. Le problème, c'est que l'angle n'étant pas défini, BC, pour démontrer qu'elles sont bien orthogonales, il faut la projeter à FG. Et là, du coup, les droites sont perpendiculaires. Ok? Donc, en gros, si vous voulez, les droites, elles sont orthogonales et perpendiculaires, c'est orthogonal et coplanaire. Voilà, on peut voir ça aussi comme ceci. Alors quelques remarques, deux droites perpendiculaires sont coplanaires et séquentes, donc là c'est ce que je viens d'expliquer en réalité. Deux droites perpendiculaires sont orthogonales, donc c'est plus faible
d'être orthogonale que d'être perpendiculaire. La réciproque n'est pas vraie car deux droites orthogonales ne sont pas forcément donc coplanaires et séquentes, comme les droites EF et BC. Alors, ensuite, orthogonalité d'une droite et d'un plan. Alors, c'est un cours qui est très très général. D'ailleurs, si vous avez fait un vrai cours de géométrie dans l'espace en seconde, c'est des choses que vous avez déjà vues quasiment. Alors, à quelles conditions une droite D est orthogonale à un plan P? Alors, là, je suis un peu embêté parce qu'en fait, d'habitude, je fais des démonstrations avec mes feutres et sur le bureau. Donc vous imaginez que j'ai mon bureau qui est plat, ça c'est le plan, et ensuite je pose un feutre dessus en pointant, si vous voulez, le bout du feutre quelque part sur mon bureau. En fait, si je suis orthogonal à une seule droite de mon plan P, eh ben je ne suis pas forcément orthogonal au plan tout entier. Pourquoi? Parce qu'en fait, il suffit de prendre la bonne droite, si vous voulez, quand je suis à cet endroit-là. Je peux très bien imaginer une droite comme ceci, où je reste quand même perpendiculaire à cette droite-là, mais pourtant, je suis bien de travers. En général, ça se voit très bien sur le bureau. Donc, pour être orthogonal à un plan, en fait, il faut être orthogonal à deux droites séquentes de ce plan. Alors il faut qu'elle soit séquente parce qu'évidemment il ne faut pas que les droites soient parallèles, puisque si je suis perpendiculaire à deux droites, deux droites parallèles, être perpendiculaire à l'une, c'est être également orthogonal à l'autre, donc ça n'apporte aucune information. En revanche, si j'ai un angle droit, si vous voulez, avec deux droites séquentes du plan, alors je peux dire que ma droite est orthogonale au plan. Alors pour l'instant, on ne va pas s'en servir énormément, on va s'en servir en termes de démonstration, mais quand on aura le produit scalaire qui permet de caractériser très facilement l'orthogonalité, vous verrez que ce genre de notion, on s'en servira tout le temps. Donc deuxième propriété, si une droite D est orthogonale à un plan P, alors elle est orthogonale à toutes les droites de P. D'accord? Donc là j'ai une condition qui est suffisante, mais je pourrais dire qu'une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan. En réalité, la propriété précédente nous explique qu'il en suffit que deux, et deux qui sont séquentes. Si je suis perpendiculaire ou orthogonal à deux droites séquentes d'un plan P, alors ça suffit pour être orthogonal à tout le monde. Alors ici j'ai écrit démonstration exigible bac, mais je ne vais pas faire de démonstration aujourd'hui, ça tombe bien. Elles seront démontrées avec les outils vectoriels dans le chapitre produit scalaire. Donc là ici ce sera du produit scalaire, le théorème du toit ce sera juste avec les vecteurs. Ok. Donc ici je prends un exemple, donc la droite AE par rapport à la face justement d'en bas, là, ABCD, le plan ABCD. Donc pour démontrer que cette droite AE est perpendiculaire au plan, je dis que AE est orthogonale à AB, elle est même perpendiculaire. AB étant cette arête là. AE est également perpendiculaire à AD. Donc AE est perpendiculaire à deux droites séquentes du plan, donc elle est orthogonale au plan. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. Et dernière notion qui terminera cette première partie de cours, l'orthogonalité de deux plans. Alors, l'orthogonalité de deux plans, c'est la notion la plus facile à gérer, parce que deux plans sont perpendiculaires. Alors, les deux plans sont forcément séquents ici, donc on peut confondre orthogonal et perpendiculaire. Lorsque l'un contient une droite orthogonale de l'autre. Ok ? Donc là, c'est beaucoup plus facile. Pour que deux plans soient parallèles, il suffit d'avoir une droite de l'un perpendiculaire ou orthogonale à une droite de l'autre. Ok? Donc ça, c'est vraiment la partie la plus facile. Et donc, je donne ici un petit exemple de méthode, surtout. On a donc ici un tétraèdre ABCD. Donc ABC est un triangle équilatéral, donc ici j'ai une pyramide à base, c'est une pyramide à base régulière. E c'est le point d'intersection de ces médianes. Ok, médiane, je rappelle, c'est la droite ou le segment qui relie un sommet avec le milieu du segment opposé. Donc la droite D passant par E est orthogonale au plan ABC.
Ok, donc la pyramide ABC est telle que D soit un point de la droite D, blablabla, démontrer que les droites BD et AC sont orthogonales. Donc BD et AC sont orthogonales. Ok, alors pourquoi? Comment démontrer cette chose-là? Donc il faut essayer de comprendre un peu la figure, hein. Donc on prend une base triangulaire, on place le point d'intersection des médianes, on trace une droite orthogonale au plan, voilà. Donc ça revient à poser le feutre bien à plat sur la table. Et donc je prends un point un point de la droite D quelconque. Et ce qu'on nous demande, c'est de démontrer justement que les droites BD et AC sont orthogonales. Ok. Alors, comment on fait cette chose-là? Première chose, la droite D est orthogonale au plan ABC. Donc ça, c'est par construction. Comme la droite AC appartient au plan ABC, ok. Quand j'ai une droite qui est orthogonale à un plan, elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan. Donc D va être orthogonale à AC. D'accord? Donc c'est écrit ici, AC est orthogonale à D. Par ailleurs, la droite AC, elle est perpendiculaire à BE. Alors pourquoi? Attention, BE a priori c'est la médiane, mais vu que le triangle ABC est un triangle équilatéral, la médiane c'est la même chose que la médiatrice par exemple, c'est la même chose que la hauteur aussi, ça fonctionne, et c'est la même chose que la bisectrice, mais là on n'en s'en sert absolument pas. Donc si je prends cette droite BE là, elle est perpendiculaire à AC dans le triangle équilatéral ABC. Donc ainsi, la droite AC, elle est perpendiculaire à la droite BE. Donc ça c'est déjà raconté, c'est pas la peine. Donc AC est orthogonale à deux droites séquentes du plan BED. Donc AC est orthogonale à BE, AC est orthogonale à ED. Donc AC est orthogonale à deux droites qui sont séquentes dans le plan BDE. Donc ce que je viens de démontrer, c'est que la droite AC, elle est orthogonale au plan BED. Et maintenant, si j'ai une droite orthogonale à un plan, et je prends un cas particulier, donc en particulier, la droite BD, elle appartient au plan BED, donc BD est perpendiculaire à AC, est orthogonale d'ailleurs. Ici, hein. Là je vais corriger, parce que là c'est pas perpendiculaire, c'est orthogonal, puisqu'il n'y a pas de point d'intersection. Ouais, sur un PDF c'est un peu compliqué. Je crois que j'ai perdu mon stream par la même occasion. Voilà. Donc je vais aller corriger quand même sur la partie court cette chose là. Et c'était la fin de cette partie de cours. Donc je vais pas en raconter plus. Je vais couper la vidéo.